Bienvenue pour cette conférence de méthodologie. Je me présente, Benjamin Bagère, directeur pédagogique de Conf+, et à mon époque, major du concours en chirurgie à Paris. Pour cette conférence, je suis entouré de Marc Garnier. Bonsoir à tous, donc Marc Garnier, je suis issu de la promotion ECN 2005 et j'ai effectivement précédé Benjamin Bagère dans la fonction de directeur pédagogique de Conf+ pendant 4 ans et effectué des conférences au sein de ce groupe avec le plus grand plaisir, et on va essayer de vous faire partager ce soir nos compétences pour vous faire gagner des points sur la méthodologie, la façon de rédiger. Et nous sommes heureux ce soir d'accueillir Arnaud Auclet, un tout jeune collègue qui vient de réussir brillamment le CN et qui va nous apporter ses visions les plus récentes sur le sujet. Bonjour à tous, donc en effet je viens de finir 187 de la promotion 2010 et donc ce soir on va échanger nos points de vue sur les différentes façons de gagner des points sur un dossier clinique. Arnaud était à Conf+. Et ce soir, on va principalement parler de la méthodologie de rédaction des dossiers. L'organisation du travail personnel, c'est un point majeur et nous y reviendrons un peu plus tard dans l'année en collaboration avec Marc. Bien, alors d'abord, nous allons séparer deux volets. Le premier, ça va être comment aborder le fond d'un dossier, le fond des problèmes. Et le deuxième, ça va être plutôt la forme, comment on doit présenter ces dossiers, comment on doit les rendre. Alors sur le fond, d'abord, je pense que vous serez d'accord pour dire qu'il faut toujours garder à l'esprit le fait qu'on est des cliniciens et quand on nous présente un dossier, il faut essayer de se ramener à ce qu'on a vu en stage, parce que il faut impérativement aller en stage. Vous êtes en début de D3, c'est un moment où vous allez acquérir le maximum de votre bagage culturel médical. Donc toujours essayer de vous ramener à des cas que vous avez déjà vus, imaginez les patients, mettez-leur une tête, des yeux, une bouche, et dites-vous comment ils se présentent, dans quel cadre on est, toujours réfléchir comme ça. En effet, je pense que vous aurez l'occasion au cours de vos différents entraînements, de vos différents exercices, de tomber sur un certain nombre d'ouvrages, on va dire ancienne mode, qui avaient une méthode pour poser les questions plus proches de l'ancien concours de l'internat. Ces dossiers-là sont finis, et fort heureusement, puisque maintenant les patients que vous verrez, comme le dit Benjamin, les patients auxquels vous devez éventuellement essayer de vous identifier, auxquels vous devez essayer de refaire sortir vos souvenirs de stage hospitalier, la façon dont se présentent maintenant les dossiers le jour de l'ECN est beaucoup plus transversale, beaucoup plus dans la démarche diagnostique et beaucoup moins dans la récitation d'un item au programme. Et donc il est extrêmement important d'aborder ça comme s'il s'agissait d'un vrai patient. Et vous verrez que beaucoup de dossiers commencent d'ailleurs par Madame un tel ou Monsieur un tel consulte, et donc presque même de la consultation de médecine générale ou de médecine libérale. Donc là, ce passage montre l'importance des stages hospitaliers, où en cours ou chez vous, vous apprenez les cours de façon théorique. En stage, vous essayez de les appliquer, et lors des dossiers cliniques, vous essayez de vous rappeler de vos stages, des patients que vous avez eus, pour fixer les connaissances que vous avez, essayer de les restituer en bon ordre. D'où le danger des stages planques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais autant en D4 on en pense ce qu'on veut, mais là ce soir on s'adresse au D3. Allez à l'hôpital, vous voyez des malades, éventuellement privilégier, quand vous avez eu une aile de patients, privilégier ceux qui présentent des pathologies au programme entre guillemets, plutôt que des pathologies tirées par les cheveux, mais allez les voir, examinez-les. Moi, cette année, j'ai eu un stage de pédiatrie qui était de la chirurgie orthopédique. Donc, autant dire que j'ai pas vu beaucoup d'enfants de nourrissons et de pathologies fréquentes. Et je peux vous dire que pendant les 2 années où j'ai bossé à la pédia, j'ai vraiment ramé pour essayer d'avoir le même niveau que les autres dans cette matière. Je pense effectivement que nous reviendrons, Benjamin, sur cet aspect-là lorsqu'on abordera plus dans une seconde conférence la partie organisation du travail personnel. Donc je vais être bref. Le stage planque, en ce qui me concerne, en ce que moi je vous conseillerais, même en D4, moi je le conseille qu'il ne faut pas le faire. On redéveloppera les choses.
on vous l'a déjà dit, vous n'aurez jamais d'aussi bons souvenirs et jamais la meilleure façon d'aborder un dossier, puisque maintenant les dossiers sont des patients retranscrits sur papier, que lorsque vous aurez vu le cas. Vous ne traiterez jamais aussi bien une endocardite sur le papier que quand vous serez passé quelques heures au lit d'un patient atteint d'endocardite à chercher ses faux panari d'Osler, ses taches de Janeway, etc. Donc vraiment, allez-y. Essayez de choisir le meilleur compromis quand même pour pas passer l'année entière en stage hospitalier, mais l'internat, le CN, c'est une course de fond et vous ne pourrez pas travailler en bibliothèque pendant 3 ans, donc allez-y, apprenez sur le terrain, n'oubliez pas que la médecine reste un compagnonnage et un apprentissage pratique avant tout. Ceci étant dit, nous allons nous mettre dans une configuration dans laquelle on s'imagine lors d'une épreuve, on va avoir plusieurs dossiers, il va falloir y répondre, il va falloir gagner des points. Première chose, je pense que vous avez fait pareil, quand on découvre plusieurs dossiers, on les classe. Comment tu les classes, toi ? Ah, comment je les classe ? Je pense qu'on peut rappeler que l'épreuve se passe par on va dire, morceaux de 3 heures, et donc en fait on a 3 dossiers de 1 heure. Et effectivement, je pense que Arnaud, tu me diras si tu as fait de la même façon. Il faut lire les 3 dossiers avant de commencer à répondre à quoi que ce soit, et éventuellement mettre en premier celui sur lequel on se sent le plus à l'aise, où les réponses viennent le plus vite pour, d'une part, se mettre en confiance et aller chercher le maximum de points le plus rapidement possible. Il faut quand même toutefois faire attention à pas non plus passer 3 heures sur le seul dossier, parce qu'il y a quand même les 2 autres à faire derrière. Et donc voilà, le classement, je dirais, commencer par celui peut-être avec lequel on sera le plus à l'aise, qui va nous mettre en confiance, qui va nous mettre sur les bonnes rails pour l'épreuve de 3 heures, parce que ça passe très vite. Oui, en effet, surtout qu'on sait que pour les ex-aequo, c'est le dossier 1 qui prime. Donc le premier jour, il faut essayer de mettre le plus facile. Donc si le plus facile, c'est le dossier 1, tant mieux. Et en suivant, donc il faut mettre, une fois le dossier le plus facile, il faut essayer de mettre le dossier numéro 1. Parce qu'en cas d'ex-aequo, et il y en a beaucoup, parce qu'on est de plus en plus nombreux, c'est celui qui vous fera gagner quelques places. Et après, oui, il faut toujours commencer par celui qu'on connaît le mieux, parce que on connaît les réponses et on va vite, mais c'est très important, il ne faut pas mettre plus d'1 heure. On a toujours tendance à vouloir mettre tout ce qu'on sait dessus, tous les détails, et du coup on plombe un peu ces autres dossiers, et c'est vraiment pas très bon. Moi, je voudrais rajouter quelque chose là-dessus, c'est que le fait d'avoir lu les 3 dossiers, y compris les 2 difficiles, fait qu'en fait, pendant que vous allez travailler sur le dossier que vous aurez par lequel vous aurez décidé de commencer, pendant que vous allez travailler sur ce dossier, en tâche de fond, votre mémoire va petit à petit ressortir les éléments dont vous disposez pour répondre aux 2 autres dossiers. Et ça, c'est quand même la chance d'avoir un cerveau vraiment multitâche. C'est que même sans y faire attention, le fait d'avoir lu déjà les 2 dossiers auxquels vous allez répondre plus tard, et ben dans la première heure pendant laquelle vous ne travaillez pas ces 2 dossiers difficiles, et ben quand même votre cerveau en tâche de fond va mobiliser un peu les connaissances. Ah oui, ça parle de pédiatrie, ah oui, ça parle de cardio, et ce sera plus simple au moment où vous allez passer au dossier difficile. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une feuille de brouillon pas loin, parce que pendant que vous êtes en train de rédiger un cas clinique, vous pouvez penser à un zéro ou une idée que vous avez sur un autre cas, par exemple sur un cas de cardio qui est le dossier numéro 3, et vous l'écrivez vite fait sur votre brouillon, et hop, vous repassez à votre cas clinique que vous avez actuellement. Je voudrais juste souligner un petit point pour montrer que ce qu'on vient de dire peut paraître trivial, mais est assez important. Effectivement, essayer de faire le dossier 1 en premier, je suis complètement d'accord. Je dirais même faire le dossier 2 dans la foulée, car en cas d'ex-aequo sur le dossier 1, c'est le dossier 2 qui départage. Il y a 9 dossiers, une épreuve de LCA. Si tous les mots-clés étaient sur 1 point, ce qui n'est pas le cas, mais admettons, ce qui voudrait dire qu'il pourrait y avoir 100 notes pour un dossier, fois 10 dossiers, ça ferait 1000 notes. Je vous rappelle que vous allez être à peu près 7000 à passer l'examen pour 1000 notes. Vous faites le calcul, il y a forcément des ex-aequo, et croyez-moi, dans le ventre mou du classement, c'est même pas 7 ex-aequo, c'est plutôt 15, 30 ex-aequo par note. Et sur 30 ex-aequo par note, la probabilité que vous ayez la même note au dossier 1 n'est pas si ridicule que ça quand on sait qu'il y a des fois que 30 ou 40 mots-clés. Donc voilà, si vous pouvez, essayez vraiment de mettre le dossier 1 en premier, puis le dossier 2. Maintenant, si le dossier 3 vous paraît évidemment plus facile, eh bien, écoutez, commencez par celui-ci, mais gardez ça en tête. Juste pour vous donner un exemple, ma moyenne est de 755 à peu près, et la moyenne du millième est de 690. Donc vous voyez, il y a à peu près 50-60 points, et il y a 800 places, quoi. 900 places. Donc chaque mot vaut cher. Alors, chaque dossier,
une fois qu'on est en train de découvrir, d'approfondir sa lecture du dossier, bien évidemment, il faut le lire de A à Z, du début à la fin. Alors, à mon sens, la chose la plus importante, c'est d'arriver à capter dans ce dossier ce qu'on appellera l'esprit du dossier. Je crois qu'Arnaud, toi, tu essaies à la fin de ta lecture de résumer le dossier en une phrase qui expose le problème, un petit peu comme on le fait en staff finalement. Hein. On découvre un patient avec un gros dossier de 10 cm, et en staff, on va le présenter à ses collègues en faisant une phrase. Et cette phrase doit montrer que vous avez bien compris de quoi il s'agissait. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est... Pardon. Je pense qu'effectivement, c'est une bonne idée. Il y a certains dossiers même, j'ai souvenir de quelques annales des années précédentes, où c'était même la première question ou la deuxième question qui était résumée en une phrase la problématique de ce dossier. Ophtalmologie. Je suis d'accord avec vous. Je pense que globalement, l'ensemble des gens que vous verrez, avec qui vous parlerez de scène, vous diront la même chose. Et ça, c'est quand même quelque chose de presque c'est pas négociable. Il est hors de question de commencer un dossier sans avoir lu l'ensemble des questions. Pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'ai dit au début, la construction est logique et déroule le cas clinique. Et souvent, même si ce n'est plus aussi évident et direct qu'avant, vous avez quand même des réponses, ou en tout cas une manière de formuler les questions suivantes, ou la façon dont on vous délivre des examens complémentaires, qui vont vous conforter dans votre diagnostic. Il serait quand même complètement stupide de partir sur un mauvais diagnostic, et puis à la question 4, de découvrir le scanner qui vous montre le cancer pulmonaire, que vous n'avez pas trouvé en lisant l'énoncé, et où vous vous êtes trompé les 3 premières questions. Donc il est vraiment absolument capital de lire de la 1 à la 10 si on a 10, et de commencer à y réfléchir et à répondre qu'ensuite. Je ne sais pas, Arnaud, je serai d'accord avec ça, mais ça me paraît quand même assez clair. Oui, typiquement dans le cas qu'on va présenter tout à l'heure, qui est le dossier de pédiatrie de 2010, à un moment, on nous demande que recherchez-vous à l'examen clinique, et la question d'après, on nous dit vous avez retrouvé un souffle. Donc, chose très simple, à la question du dessus, on va mettre qu'on cherche un souffle, même si on n'y a pas pensé. Et tout ce qui s'ensuit, bien sûr. Oui, et d'ailleurs, même si, comme tu l'as dit, on a lu l'ensemble des questions, mais que ça nous avait échappé, au moment où on rédige et on passe à la question suivante, si on n'y avait toujours pas pensé, si on l'avait toujours pas mis, surtout revenez-y et rajoutez-le. Il n'y a rien de pire que de perdre des points aussi bêtement que ça. On vous donne la réponse dans la question d'après. Il ne faut pas les perdre, ceux-là. Alors, on en est maintenant à peut-être 5 minutes depuis le moment où on a eu ces copies en main. On n'a toujours rien écrit, hein, quasiment. On a découvert les épreuves, découvert les dossiers, on les a classés, et on est en train de s'attaquer au premier dossier qu'on va rédiger. Là-dessus, la lecture, il va falloir en sortir lors de votre lecture, mais on va y revenir tout à l'heure avec des dossiers d'exemple des ECN 2010. La lecture se fait avec le stylo à la main et avec une page blanche toute propre, toute belle, sur laquelle vous allez pouvoir mettre vos mots-clés au fur et à mesure qu'ils vous viennent à l'esprit. Alors, bon, qu'est-ce que c'est qu'un mot-clé ? D'abord, ça paraît évident, mais qu'est-ce que c'est qu'un mot-clé ? Parce qu'on s'adresse à des Détroits, des jeunes Détroits. Je vais faire une réponse de Normand. C'est un peu difficile de dire ce que c'est qu'un mot-clé dans la mesure où ni toi, ni Arnaud, ni moi n'avons fait partie d'un jury de scène. C'est vrai que les consignes les plus récentes font état d'une méthode plus rédactionnelle dans la façon de rédiger vos copies. Néanmoins, il ne faut pas se leurrer, le jury va chercher dans la grille un certain nombre de mots qui seront les mots qui vaudront des points. Je vous dis ou je vous rappelle que la correction est assistée par ordinateur, et un correcteur va lire votre copie du début à la fin, la fermer, il n'y reviendra pas, il n'a pas le temps, il en a 7000 à corriger, 4000, il va se mettre sur l'ordinateur et va cocher en face des cases si les fameux mots-clés ou l'esprit du mot-clé est dans votre copie. Et puis à la fin, il appuie sur Entrée et l'ordinateur donne la note. Et puis ça fait en double correction. Alors le mot-clé, c'est ça. C'est l'item important, c'est ce qui va valoir des points. Moi, je serais quand même un petit peu rassurant. Arnaud, je sais pas, peut-être ayant un petit peu moins d'expérience dans la suite, peut-être un peu plus d'appréhension là-dessus. Moi, je serais quand même assez rassurant sur la formulation exacte du mot-clé. On est quand même corrigé par des médecins, professeurs, MCUPH, et non pas par des secrétaires, ce qui coûterait moins cher à tout le monde. Ce qui veut donc bien dire que même si vous n'avez pas le mot exact, mais que finalement vous avez utilisé un synonyme, une périphrase, enfin quelque chose qui s'y rapproche, moi je pense quand même globalement
que les points y seront. Néanmoins, il faut essayer d'être le plus précis possible, car je vous rappelle que votre dossier de cardio peut être corrigé par un psychiatre et que lui, il ne va pas faire l'effort forcément d'aller chercher dans le Garnier de Lamar ou dans le dictionnaire des synonymes médicaux si ça veut dire la même chose. Oui, moi je dis un mot-clé pour moi, c'est ce qui résume une idée générale. Donc en effet, c'est pas forcément le mot qui va être coté, mais l'idée ou la périphrase qui le définit le mieux. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas le mot exactement que ça ne sera pas coté. Je ne pense pas. Oui, parce que j'insiste, ayant corrigé maintenant et fait des conférences depuis 5 ans au moins, faut pas non plus tomber dans la paranoïa. Il y a trop de gens qui perdent leurs moyens là-dessus. Hein, c'est pas parce qu'un dossier va coter surcharge pondérale et que vous avez mis obésité, parce que quand vous avez calculé le BMI à la 12e décimale, ce qui vous a fait perdre du sang, vous êtes tombé à 30,2. Si vous avez mis obésité et que le mot attendu c'était surcharge pondérale, vous aurez les points. Mais néanmoins, comme l'a dit Arnaud, ce qui va résumer les choses, c'est ça, c'est de pointer le doigt sur éventuellement le facteur de risque cardiovasculaire qui est la surcharge pondérale. Voilà. Mais voilà, c'est l'esprit de l'élément important. Donc petit à petit, on est en train de lire notre énoncé et sur cette feuille de brouillon, on note des mots-clés, des mots qui nous paraissent importants. Alors, ça va être des mots qu'on trouve dans l'énoncé, qu'on trouve textuellement dans l'énoncé. Ça va être aussi des mots qui vont nous venir comme des réflexes quand on lit l'énoncé. Par exemple, je ne sais pas, on va nous parler d'une femme de 35 ans. Tout de suite, on va se mettre en tête qu'elle peut être enceinte. Alors, bon, ça peut paraître stupide, mais à l'internat, c'est comme ça. Une femme de 35 ans, elle est enceinte ou elle n'est pas enceinte. Toujours avoir ça en tête. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler les zéros. Les zéros, les réflexes. Quand on lit quelque chose, vous allez voir que ça, c'est une notion que vous allez avoir de plus en plus présente à votre esprit. Par exemple, on va vous parler d'un tabagique quelque part dans le dossier. Ben, grosso modo, si vous n'arrêtez pas, si vous n'arrivez pas à réussir à arrêter de fumer, à demander à ce patient d'arrêter de fumer dans votre copie, il y a peut-être un problème. Parce que grosso modo, les tabagiques, il faut quand même toujours leur faire arrêter de fumer. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre comme zéro? Ça va être des choses évidentes. Il y en a un qui vous vient à l'esprit? Les AVK dans les hémorroïdes. Oui, voilà. Oui. Quelqu'un qui vient pour une hémorragie qui a des AVK, eh ben, il faut tout de suite penser, le noter dans un coin de sa copie, il va falloir lui arrêter ses AVK. Moi, j'en ai un qui me tient particulièrement à cœur. Ça peut paraître trivial, parce que là, on est là en train de vous le dire. Sachez que l'énoncé du dossier peut faire 10 lignes, 20 lignes, une demi-page. Je me souviens à un moment donné, on avait un dossier d'insuffisance surrénale, examen complémentaire compris, ça faisait 3/4 de page à 4. Et quant à la question 8, et qu'il vous restera plus que 5 minutes 30 pour faire les 2 dernières questions et vous relire, à ce moment-là, ce qui est écrit à la 2e ligne, vous l'aurez oublié. Et si vous n'avez pas mis ça sur votre brouillon, sur cette fameuse liste de mots-clés de réflexes de lecture, vous l'oublierez. Donc mon préféré, j'y viens, c'est par exemple une jeune femme de 35 ans, consulte aux urgences pour des douleurs abdominales, et puis on va vous faire ergoter sur est-ce une gastroentérite, une GEU, n'importe quoi. On va finir par vous donner un diagnostic avec un examen complémentaire. Question 8, quelle est votre prise en charge thérapeutique? Le nombre d'étudiants qui ne mettra pas d'antalgique, qui aura bien pensé à faire une césarienne, un curetage, je ne sais quoi encore, et qui oubliera antalgique, alors que je vous rappelle qu'elle vient pour des douleurs abdominales. Voilà, c'est le grand classique, et si vous n'avez pas cette liste ces réflexes de lecture, ces listes de mots-clés, puis ça peut peut-être me mettre un 0, enfin en tout cas moi si c'est moi qui corrige, j'en sens rien. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de le faire dès le début, hein. Rappelez-vous, c'est à la première ligne, et vous avez passé 45 minutes à faire autre chose, vous allez oublier les antalgiques, vous allez oublier l'arrêt du tabac, parce que vous aurez bien pensé à dire qu'on fait la pneumonectomie, pour le cancer, mais vous aurez oublié de dire qu'on fait arrêter de fumer, ce qui est un petit peu stupide. Alors là, je suis tout à fait d'accord. C'est le point essentiel qui permet d'aller vite et de gagner du temps et des points. Donc, moi, j'ai organisé mon brouillon en 3 colonnes. Donc, dans la première colonne, je notais tous les mots-clés de l'énoncé. Par exemple, c'est une femme de 35 ans qui a mal. Donc, je mettais femme 35 ans, douleur. Dans la deuxième colonne, je mettais les bilans qui doivent en découler, donc femme 35 ans, bêta-HCG, qui a mal, échelle VA par exemple. Et dans la troisième colonne, je mettais les traitements qui doivent aussi découler de ces mots-là. Et donc là, il y avait douleur abdominale, donc il y aura antalgique après. Et quand vous rédigez votre copie, comme dit, et quand il y aura 5 minutes pour faire 2 questions, vous relisez les mots que vous avez dans les colonnes qui correspondent, et vous mettez, et vous n'aurez rien oublié.
Alors maintenant, sur la forme, quand on va rédiger nos réponses, quand on va rédiger un dossier. D'abord, moi je voulais parler de l'écriture. C'est-à-dire, alors c'est vraiment trivial comme tu dis, mais avoir du matériel adapté. Bon, ça paraît stupide, mais il faut avoir un stylo qui glisse bien, qui écrit vite et dans lequel on a confiance, qui ne va pas s'arrêter pendant qu'on est en train de rédiger un dossier. Parce que perdre une minute d'épreuve pour changer sa cartouche, bon, moi ça me faisait très plaisir de voir des mecs en train de changer leur cartouche pendant que moi je rédigeais, mais bon, enfin clairement à vous, faut pas que ça arrive, hein. Puisqu'on en est dans les, on va dire, banalités et dans l'enfoncement de porte ouverte. Alors moi j'ajouterais, il en faut deux. Parce que si jamais il y en a un qui tombe en panne et que vous n'en avez plus, vous êtes obligé de changer de couleur au milieu de la copie, ceci peut être assimilé à un signe distinctif, vous êtes dans la mouise. Donc ayez-en deux. Le Tipex, pourquoi pas. Prenez du Tipex sec, hein, le ruban. Prenez pas le Tipex qui est liquide, parce qu'une fois sur deux, il est plus liquide le jour de l'épreuve, parce que ça fait un moment qu'on s'en est pas servi, et 3 fois sur 4, on oublie de réécrire par-dessus. Ça, c'est du vécu. Le nombre de copies d'internat blanc où moi je m'amuse à lire par transparence, mais le correcteur fera jamais ça, donc prenez pas ça. Voilà, je sais pas si tu as d'autres. Alors sur l'écriture, oui, bon, c'est sûr que c'est pas en DCEM4 ou en DCEM3 qu'on va faire des pages d'écriture comme au CP. Si vous avez une écriture de chiottes, eh ben, écoutez, à ce moment-là, faites un effort. Il est absolument pas interdit de rédiger les mots-clés, ceux que vous, en tout cas, que vous pensez être les mots-clés en lettres majuscules. C'est pas assimilé à un signe distinctif. Si vous êtes obligé de rasurer, faites ça proprement. Bref, essayez de rendre ça correct à voir. Ça facilite le travail du correcteur et c'est plus plaisant à lire. Je vous rappelle qu'ils sont enfermés dans un endroit top secret qui en pratique est souvent l'hôtel Ibis de Roissy et ils ne pensent qu'à une seule chose, c'est en sortir. Ils en ont 4000 à corriger et c'est tout à fait possible que votre copie passe à 4 heures du matin. Et je vous garantis qu'à ce moment-là, si c'est propre, si c'est bien écrit, vous avez l'a priori positif sur ça. Oui, moi j'écris toujours d'ailleurs pas bien, enfin pas très bien. Donc comme parade, j'essaie d'aérer les copies au maximum. C'est-à-dire que les mots, comme a dit Marc, que je pensais être des mots-clés, je les écrivais en majuscules. Et autrement, j'essaie vraiment de sauter, bon pas des lignes, c'est des pages blanches, mais d'écarter mes réponses pour qu'au moins de loin, ça paraisse joli. Au moins quand il ouvre la copie. Qu'il n'ait pas un gros pâté au moment où il l'ouvre, qui lui donnera absolument pas envie de lire tout ce qu'il y a au milieu. On va montrer des copies, justement, tout à l'heure, des copies issues d'internat blanc que nous avons corrigées. Mais alors, sur ce chapitre aussi, justement, tu parlais d'aérer. Aussi bien sur le brouillon que sur la copie, je vous conseille pas, je vous demande de bien répartir, les données que vous allez mettre, de faire en sorte que ce soit parfaitement lisible. Il faut que ce soit vu. Par exemple, sur un brouillon, on voit encore trop de gens qui, dès qu'il avait une idée, rajoutent un petit mot entre deux lignes, un endroit qui est parfaitement illisible, en se disant, de toute façon, c'est pour moi, c'est mon brouillon. Eh ben, ils ont une chance sur deux de ne pas retrouver cette idée peut-être importante qui va être absorbée par tout le reste du blabla. Et c'est pareil pour la copie qu'on va rendre ensuite, hein. Oui, c'est pour ça qu'il faut essayer d'avoir un plan, un brouillon type qu'on refait tout le temps sur tous les dossiers avec les mêmes données qui sont toujours au même endroit. Par exemple, les PMZ en haut à droite. Enfin, moi je faisais comme ça, PMZ en haut à droite en rouge et données cliniques à gauche, des bilans au milieu. Enfin voilà, pas un tout petit mot dans le coin et en mélangeant tous les brouillons de tous les dossiers. Vous avez ces brouillons illimités aux ECN. Vous avez 6 pages, je crois. Et vous avez les surveillants qui ont des piles de feuilles A4 et qui sont prêts à vous les donner. Donc un brouillon par dossier et pas un brouillon pour tous les dossiers. Et pareil, vous avez 12 pages sur les supports pour écrire. Donc essayez de toutes les utiliser. Pas de réponse sur un dossier sur 6 pages en ayant serré toutes les questions. Mettez une réponse par page, et si c'est une réponse très longue, passez à la page suivante pour la question. Enchaînez pas juste derrière en suivant et mettez une petite flèche pour montrer que votre copie continue sur la page suivante, par exemple. Alors, PMZ, pas mis zéro. Ah oui. Je pense que c'est les fameux zéros dont on vous parlait tout à l'heure. Je mettrais un bémol.
Il y a effectivement beaucoup de pages. Il y a des gens qui écrivent petit, des gens qui écrivent grand. Bien évidemment, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire sur l'aération. Moi, je pense qu'il faut quand même rédiger, puisque c'est ce qu'on demande, un minimum. Ça facilite aussi le travail du correcteur d'avoir des petites phrases de liaison. C'est pas pour ça que ça doit être un monolithe de justifier Arial 10. Vous avez le droit de faire des 2 points, des tirets, des tabulations, de rendre ça sympa. Il faut, je pense, faire un petit travail d'imagination. Mettez-vous à la place du correcteur. Je vais vous le refaire en 2 secondes. Il est 4 heures du matin. Vous avez corrigé 2500 copies. Ça fait 4 jours que vous n'êtes pas rentré chez vous. Il vous en reste 1500. Et vous n'avez qu'une seule envie, c'est de partir. Donc vraiment, je vous garantis, il va la lire une fois, pas 2. S'il a un doute quand il arrive sur le fichier informatique qui va lui permettre de corriger votre copie et de noter votre copie, il ne va pas aller l'ouvrir. Enfin, imaginez bien, c'est absolument impossible, c'est inhumain. Et donc là, la partie présentation, la partie restitution des connaissances, elle est extrêmement importante. Si le correcteur, quand il a fermé votre copie, il a un a priori positif. S'il se dit, ça c'est clair, on parlera tout à l'heure un petit peu aussi de la façon de restituer les connaissances, je pense, en montrant que vous avez compris ce qu'on attendait de vous, mais déjà sur la partie forme pure, c'est clair, j'ai pas eu besoin de les chercher, ils me sont sautés aux yeux, ils étaient écrits en majuscules, le plus important était au début. Si, arrivé au milieu de la grille, il a un doute, est-ce que ça, il l'a mis, je sais plus, parce que ça fait la 500e copie que je corrige d'affilée sans m'arrêter, sans manger, il va vous surnoter, ou à défaut, il vous sous-notera pas. Si c'est un bordel, pas possible. Si vous cherchez les mots-clés au milieu d'un gros paragraphe, si c'est pas possible. Du coup, voilà où je mettrais le petit bémol, c'est sur, par exemple, sauter une page, écrivez une réponse par page, tournez la page. Bon. Moi, je suis pas sûr de ça. Je pense effectivement que quand vous avez fini votre réponse, il faut laisser un peu de place. Parce que vous aurez peut-être quelque chose qui va vous revenir. Vous aurez peut-être, vous n'avez pas eu le temps de détailler la surveillance, puis à la fin du dossier ou à la fin de l'épreuve, il vous reste 5 minutes, vous voulez le faire. Donc effectivement, il ne faut pas à ce moment-là écrire en tout petit entre 2 lignes. Donc il faut laisser un peu de place. Mais moi, vraiment, la façon dont maintenant je lis et corrige pour des ouvrages d'annales, les dossiers de scène depuis 5 ans, c'est des petites histoires. Enfin, vraiment, c'est des histoires cliniques. Et une histoire clinique, finalement, ça commence à la première question où on est face au patient et on a évoqué des hypothèses diagnostiques. Et ça finit à la dernière question où on a fait des examens complémentaires, on est arrivé au diagnostic, on l'a traité, voire on l'a suivi, voire on a traité une complication. Et rappelez-vous que le correcteur va lire du début à la fin. Il ne va pas faire question 1, je me mets devant l'ordinateur, je fais les mots-clés de la question 1, question 2. Donc du coup, je pense que quelque chose qui est fluide, quelque chose où il n'a pas besoin il est resté 3 quarts de page blanche, je tourne la page, une petite histoire qui se raconte, ou à la limite même, on pourrait imaginer qu'on va occulter, on va masquer le numéro des questions et il aurait lu un petit roman. Ça, si vous arrivez à faire ça, moi je suis persuadé que c'est dans ces conditions-là que vous aurez le maximum de points. Oui, sur ça d'ailleurs, avant des questions type par exemple quel bilan vous voulez faire, c'est pas mal des fois de mettre une toute petite phrase très rapide qui permet par exemple de recadrer un peu l'enjeu du bilan. Par exemple, le bilan paraclinique qu'on va réaliser ou clinique va servir à chercher différentes étiologies ou à faire la différence entre les étiologies pulmonaires et cardiaques de cette dyspnée de l'enfant par exemple. Ça montre que vous avez compris l'esprit du cas. Vous ne faites pas ce bilan parce que vous pensez qu'il faut le faire. Vous faites ce bilan parce que vous savez pourquoi il faut le faire. Ouais, ça c'est très important. C'est super important parce que au-delà de rendre ça lisible, au-delà de faire, comme je vous disais, la petite histoire. Voilà. Faites une petite histoire pour votre pauvre correcteur à 4 heures du matin, au milieu de la pile de copies, alors qu'il est en hypoglycémie, qu'il n'a pas vu sa famille depuis 4 jours. Faites-lui une petite histoire. Et en plus de ça, comme je le disais tout à l'heure, ça va montrer que vous avez compris. Effectivement, il n'y a rien de mieux que dire, pour départager mes 3 hypothèses diagnostiques, je vais donc demander un bilan d'imagerie pour éliminer ça. Voilà. C'est pas très long, c'est une phrase, et puis 2 points, et après, ça y est, on y va. Vous l'avez introduit, vous avez respecté la consigne du littéraire ou du rédactionnel, et vous n'avez pas juste dit, mes examens complémentaires sont 2 points. Ça, c'est du rédactionnel qui sert à rien, qui fait perdre du temps. Par contre, pour départager mes hypothèses diagnostiques ou pour affirmer la nature cardiaque de mon hypothèse principale, ou juste une phrase comme ça, et là, en plus de faire littéraire, le correcteur dit « Ah, enfin un », et c'est vraiment comme ça que ça se fait. Moi, j'ai corrigé concours blanc, on avait... maximum 650 copies, on n'en avait pas 4000 comme eux. Et à un moment, on se disait, enfin un, qui sait où il va. Et ça, encore une fois, vous le mettez dans la poche et vous allez être forcément implicitement surnoté. Oui, c'est important d'être surnoté. Ou en tout cas, pas sous-noté. Oui, bien sûr. Je crois au surnotage de copies. Je pense qu'au bout d'un moment, ils lisent
grosso modo, et arriver devant les mots-clés, s'ils ont une très bonne impression, ils cochent. Quoi. Oui, c'est humain, hein. Quand l'impression est positive, on a envie que la copie ait les points. Si elle a laissé une bonne impression, on a envie que la copie obtienne tous les points qu'elle mérite. Et alors, je te passe le micro juste après, mais par rapport à laisser de la place ou pas laisser de la place, bon, finalement, on n'est pas tous d'accord. Je pense que si on a fait un bon brouillon, si le brouillon est suffisamment clair et précis, on va pouvoir enchaîner sa rédaction de la copie qu'on va rendre en laissant, disons, allez, un tiers, un quart, un tiers de page A4 à la fin de chaque question avant de passer à la suivante. Ça permet toujours de rajouter la phrase ou les 2 phrases ou les 3 phrases qui nous reviendraient après, sans effectivement diluer et forcer le correcteur à tourner les 12 feuilles de papier. Oui, non, effectivement, on laisse 5-6 cm, ça suffira. Je repense, pas forcément obligé non plus de mettre une flèche en bas. Un correcteur un petit peu tatillon va vous dire que c'est une marque distinctive parce que vous faites des flèches pleines, des flèches creuses, des flèches en pointillés. Si vous vous êtes arrêté en bas de la page à la question 3, même s'il est 4h du matin, je pense qu'il va tourner en me disant il y avait 8 questions, il ne s'est pas arrêté à la 3. Non, ce que je voulais dire, c'est que tout ce qu'on vous a dit peut vous paraître un petit peu dégueulasse. On parle du surnotage, Bon, moi, surnotage n'est peut-être pas le bon terme. En tout cas, on va dire exploitation maximale des points. Ou, enfin voilà, bon, ouais, on va faire du politiquement correct. N'oubliez pas que le CNCI a prévu une double correction. Et qu'en cas d'écart de plus de 10% de la note, une triple correction qui fait foi. Sur un dossier où vous avez 75, ça veut dire quand même 10%, ça fait 7,5 points. C'est énorme. C'est énorme. Ce qui veut donc bien dire que si c'était aussi simple que tous les mots-clés y sont, vous avez une note, et ben à ce moment-là, il n'y aurait qu'une simple correction. On s'emmerderait pas. Ou alors on ferait une double correction, on n'aurait même pas prévu de faire une 3e correction parce qu'on serait tout le temps à 1 ou 2 points près maximum. Donc si on a prévu la possibilité d'avoir 10% de différence dans les 2 notes, c'est bien que tout ce qu'on est en train de vous dire depuis le début compte énormément et que sur les 7000 que vous allez être, il y en aura peut-être, bon, on va oublier les 500 premiers, oublier les 500 derniers, vous allez être 6000 au milieu avec globalement un socle de connaissances assez similaire. Et ce qui fera la différence entre vous, c'est la façon justement de restituer vos connaissances. Et c'est là où tout se fera, quoi. Et donc à partir des mêmes mots-clés, moi je suis effectivement intimement persuadé que, comme tu disais, on peut passer des 200 premières places à avoir juste 50 points de moins et se retrouver millième. Oui, parce que 50 points de moins et 10 dossiers comme on a, c'est 5 points par dossier. C'est rien du tout. Juste, on a abordé la question de la note brute. Je voulais dire un petit mot pour les D3 là, qui vont attaquer leur année, D3, D4, un classement sur 7000, mais combien il faut avoir, tout ça. Juste pour démystifier un petit peu, le major, il n'a pas 100 de moyenne. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Moi, à l'époque, j'avais été le premier en dossier, j'avais une moyenne environ de 80. Avec 80 sur 100 en moyenne, on est largement major. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous avez 75% des points tout le temps, vous allez cartonner. Et 10% de plus, ça fait 82. Et là, vous allez majorer. Ouais, mais je serais même encore plus extrémiste. Je dirais on s'en fout. On s'en fout parce que c'est un examen classant national ou national classant, comme vous voulez, mais c'est un concours. Bon, on n'est pas là pour s'envoyer des fleurs. Moi, j'ai fini 15e. J'ai 2 dossiers où j'ai eu moins de 50. Voilà. Et j'ai fini 15e. La réponse était que j'avais moins de 50, mais les autres avaient encore moins. Donc au final, faut pas. C'est sûr que si 2 mois avant le concours ou la veille ou la semaine avant le concours, vous faites des annales et que vous avez 48 à chaque dossier, ça va poser un problème. Mais si vous avez 48 à un dossier de temps en temps, c'est pas grave, faut pas se démotiver. Et la preuve en est, on peut très bien réussir les épreuves en ayant moins de 50 à 1 ou 2 dossiers. Ça veut dire que sur les autres, il faut avoir 90 ou 95, surtout quand ils sont faciles. C'est surtout ça, en fait. C'est qu'il faut pas rater le dossier facile. Et alors, 100% d'accord avec toi. Ce qu'on va vous demander, et ce qui fait l'écrémage, en fait, des gens qui ratent, c'est finalement les gens qui vont tout droit dans le décor, tout seuls. En fait, il faut pas perdre le troupeau. Et c'est-à-dire que quand vous avez l'impression, quand vous hésitez entre 2 réponses, et à la rigueur, il faut se dire que vont répondre la majorité des gens, que va répondre la majorité des gens, et plutôt aller dans ce sens-là. Parce que les ECN, on va vous demander principalement du bon sens,
de la méthode, du bon sens, et pas d'être le type génial ou la fille géniale qui va penser à ce diagnostic complètement improbable de ce dossier-là. Et donc si tout le monde se plante, vous avez le droit de vous planter comme les autres. Par contre, si tout le monde réussit, il ne faut surtout pas se planter tout seul. Et donc, restez simple et clair. Je trouve important, je trouve très intéressant ce qu'il vient de dire, parce que par exemple, nous cette année, le premier dossier qu'on a eu, c'était une schizophrénie, et on l'a eu à quasiment tous les concours blancs dans l'année, on a eu une schizophrénie. Et le jour de l'ECN, je lis ce dossier et je me suis dit, c'est bizarre, ça ressemble à une bouffée délirante aiguë, parce que c'est pas un dossier typique de schizophrénie. J'ai hésité longtemps, et je me suis dit, qu'est-ce que tout le monde va mettre? Je me suis dit, tout le monde mettra que c'est une schizophrénie, parce que tout le monde l'a eu au concours blanc. Donc j'ai mis ça, bon, c'était ça, tant mieux, mais je connais des gens très forts qui justement ont vu que ça collait pas, franchement, c'était pas très typique, et qui du coup sont partis sur un autre diagnostic. Donc vraiment penser en se disant qu'est-ce que tout le monde va mettre, permet de gagner des points et de pas être le seul à rater ce dossier. À ce propos, justement, Arnaud, j'aimerais bien avoir ton avis. Tu vas me dire si tu partages mon point de vue. Moi, je vois vraiment le fait que les ECN, c'est fait pour départager des excellents médecins généralistes, en fait. Je pense pas que, pour rebondir sur ce que tu disais, qu'on va vous poser des questions de spécialité hyper poussées. Alors on va me dire, oui, mais dans les annales, il y a une néoplasie endocrinienne multiple, il y a un insulinome, et voilà, et on nous avait dit, ils nous l'ont dit à la vidéo, fallait pas le réviser, il faut l'apprendre, une fois, 2 fois peut-être, mais après à un moment, on en reparlera quand on fera la méthodologie du travail personnel, il faut peut-être pas non plus perdre trop de temps là-dessus, parce que qu'est-ce qui tombe, c'est pas ça. C'est l'infarctus, c'est les urgences pédiatriques, c'est des choses évidentes, c'est finalement de la bonne médecine générale. Et ce qui, à mon sens, fait mal, c'est de se toller sur la tuberculose et pas d'avoir seulement 50 ou 48 parce qu'on n'a pas reconnu la schizophrénie typique, paranoïde, je ne sais pas quoi, où finalement tout le monde aura 50. Alors je sais pas, est-ce que toi tu partages ce point de vue-là? Oui, ça départage des médecins généralistes et des urgentistes de chaque spécialité à peu près, pour les urgences gynéco, pédia. Donc ça oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a eu une interview, je crois que c'est cette année ou l'année dernière, du président du CNCI, où la question, le dossier plus sélectif lui avait été posé, et il avait répondu qu'en fait les dossiers les plus durs n'étaient pas sélectifs et qu'en fait la sélection se faisait sur les dossiers classiques et faciles. Donc ça montre bien que un dossier où la moyenne est à 40, tout le monde va être par là, alors qu'un dossier où la moyenne est à 80, il y a beaucoup plus d'espace entre le 80 et le 0 qu'entre le 40 et le 0. Quoi. Donc il faut savoir très bien les items fréquents et graves, et il faut avoir des notions ou des mots-clés types sur les items plus rares ou qui tombent beaucoup moins. Mais il faut quand même avoir une petite base pour pouvoir écrire quelque chose. Mais clairement, la sélection ne se fait pas sur ça. Oui, et puis quelque part, je trouve que c'est pas illogique, dans la mesure où finalement, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est beaucoup plus grave d'oublier de donner des antalgiques à quelqu'un qui a mal au ventre et qui arrive aux urgences ou en consultation de médecine de ville, que de se souvenir par cœur du bilan de l'insulinome. Une nouvelle fois, on en reparlera quand on fera la conférence de travail personnel. Moi, je reste persuadé que sur ce genre de questions, moi, c'est ce que je dis aux étudiants qui étaient venus un petit peu me dire, mais c'est un peu à l'encontre de tout ce que vous nous dites depuis. Moi, je reste persuadé que quand on tombe face à ça, si on l'a révisé 1 ou 2 fois, en réfléchissant un petit peu, on y arrive, hein, insulinome, insuline, on va doser l'insuline, c'est notre pancréas, on va faire une imagerie pancréatique. Voilà. Par contre, il faut qu'il y ait des réflexes beaucoup plus rapides et une connaissance beaucoup plus approfondie des choses justement importantes et générales de chaque spécialité. Oui, moi je me souviens d'un souvenir douloureux mon premier dossier de Tour de Printemps dans une grande conférence, quand j'étais en D4, hein, et c'était sur une insuffisance surrénale aiguë. En fait, j'ai rendu ma copie, on me l'a rendue la semaine d'après, et il y avait marqué 92 et 17. Et je ne comprenais pas si j'avais eu 92 ou 17. Et j'avais eu 92 sur 100, mais avec ça, j'étais 17e de mon groupe de 24. Et c'est vrai que c'était un souvenir douloureux, ça. Donc, sur les dossiers simples, faciles, classiques, il faut cartonner, c'est-à-dire effectivement 90, 95, 100. Sur les dossiers plus compliqués, vous avez 40, c'est pas un drame. Oui, c'est pour ça que devant un dossier où on ne comprend pas forcément bien, il faut absolument pas lâcher le dossier. Il faut avoir un esprit de compétition. Il faut se dire, je vais avoir tous les points que je peux sur ce dossier. Et c'est là où la méthodologie permet, et la réflexion aussi, permet de trouver
des mots-clés ou des idées ou des raisonnements. Par exemple, vous voyez un patient, vous ne comprenez pas trop ce qu'il a, qu'est-ce que vous ferez comme examen ou comme examen clinique qui pourrait vous aider à y voir plus clair. C'est un peu ça, le raisonnement qu'il faut avoir en tant que médecin généraliste. Et pour retomber sur nos pattes, c'est donc par celui où il faut avoir 97 qu'on commence. Bien sûr. Alors, on avait maintenant quelques copies qu'on voulait montrer, justement, des choses à faire et des choses à ne pas faire. Alors, dans les copies à montrer, en voilà une, par exemple, qui est particulièrement mal écrite, qui est raturée, qui a du typex, aucun mot ne ressort. C'est très, très fatigant pour le correcteur de trouver les mots-clés. Donc, formellement déconseillé. On peut regarder un peu plus loin dans la copie. On tourne une deuxième page et voilà ce qu'on trouve. Encore un gros pâté. Un gros pâté de rature, du typex. Vous regarderez de près, c'est insupportable. Et le correcteur qui voit ça, il a qu'une envie, c'est en sortir de cette copie. Il n'a pas envie de chercher des mots-clés dedans. D'ailleurs, il y a un certain nombre de zéros, ce qui montre bien qu'effectivement, on ne s'est pas attardé longtemps. On aura juste pour des choses un petit peu pratiques, la rature, effectivement, c'est pas propre du tout. Au pire, donc là, apparemment, il n'y avait pas de typex, puisque page d'avant, il y en avait, là, il n'y en a plus. Et puis, oui, peut-être au début, mais c'était trop loin, typex, c'est peut-être sur toute la ligne. La rature, faites-la propre. Il y a une règle, faites un trait. Alors bon, quand même, dans les propositifs, moi, je trouve quand même, voilà, il y a des tabulations, il y a des retraits. Néanmoins, pour illustrer un peu ce que je vous disais tout à l'heure, si on essaye, je vais te prendre la copie, Benjamin, si on essaye de lire ça comme une petite histoire, là, rapidement, moi je dis surveillance clinique et biologique de l'efficacité et de la tolérance du traitement, rature, bilan hépatique et néphasionogramme, je vais à la ligne au long cours, objectif d'autonomie à domicile, enfin bref, il n'y a aucun lien logique, et si moi on m'enlève le numéro, finalement, question 5, question 6, question 7, je m'y perds. Et je ne sais pas que l'étudiant a changé de question, je ne sais pas où il veut en venir. Alors moi j'ai aussi mes petites copies. Je vais vous en montrer deux côte à côte et puis ça va se passer de commentaire. Je vais tenir le micro, peut-être que toi tu feras le commentaire. Voilà. Alors, c'est ces deux copies ici. Donc voilà, faites-vous de votre propre avis, dans laquelle vous aimeriez le mieux aller chercher les mots-clés. Bon voilà, celle-ci. Clairement, c'est celle-là. Voilà, c'est écrit clair, c'est souligné. Le mot hospitalisation d'office est écrit en majuscule en lettres bâton. De l'autre côté, voilà, c'est touffu. Il y a des plus ou moins, on ne sait pas trop, ça nous décider. Il y a des choses raturées. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, on a vraiment l'impression que ça a été remis entre les lignes. Donc voilà, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Ça passe par un bon brouillon et par tout ce qu'on vous dit depuis le début. Et c'est ça qu'il faut faire. Peut-être que là, il y avait marqué hospitalisation d'office. Enfin, je ne sais même pas si ça traite de la même question, mais peu importe. Mais en tout cas, s'il y a hospitalisation d'office dans les deux, clairement, celle-là vaut plus de points. Oui, on a quelqu'un qui a un problème d'écriture, qui écrit très mal, et qui ne compense absolument pas par l'utilisation de majuscules ou par une aération des copies, comme tu disais, Arnaud. On a quelqu'un qui écrit mal et qui présente mal. Donc quelqu'un qui est en danger. Donc si c'est votre cas, il va vraiment falloir travailler pour produire, malgré une écriture défaillante, des copies qui donnent envie qu'elles soient lues, quoi. Alors ça, Arnaud, je pense que tu seras d'accord, c'est typiquement ce qu'on apprend aussi en conférence. C'est typiquement ce que vous allez apprendre à faire sur la période des 2 ans que vous avez devant vous. Il ne faut pas imaginer que ça arrive comme ça, de but en blanc en détroit. Vous allez apprendre à le faire, vous allez apprendre à le faire de plus en plus vite. Et je dirais même que vous allez apprendre dans la douleur. Moi, je me souviendrai de mon premier concours blanc, où quand on gratte pendant 9 heures, en plus avec 9 heures, on n'avait pas la LCA, mais quand on gratte pendant 9 heures, et finalement, on sort de là avec quasiment une entorse du poignet, parce qu'on n'a jamais appris à écrire aussi vite et en lettres bâton. Et voilà, donc c'est tout le genre d'entraînement qu'il faut faire. J'avais gardé une dernière copie, qui va peut-être nous faire discuter d'un point suivant, mais quelque chose qu'il ne faut pas faire. Dans ce dossier de concours blanc, peu importe, c'est un dossier de psychiatrie, et on demandait quelle modalité d'hospitalisation prévoyez-vous. Donc vous avez vu que tout à l'heure, on parlait d'hospitalisation d'office dans une des copies. Et donc dans cette copie-là, je vous lis les 2 premières phrases de chaque paragraphe. On a donc, si possible, HDT, donc déjà, attention aux abréviations, on n'en a pas encore parlé, mais HDT, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Il y a une liste d'abréviations officielle sur le site du CNCI. Il ne me semble pas qu'HDT en fasse partie. Même si elle s'en faisait partie, je vous conseille fortement, Arnaud, je ne sais pas si tu as fait ça, moi je l'ai fait, lors d'un dossier où vous savez que vous allez faire revenir souvent une abréviation, la première fois, écrivez-la en entier, mettez-la entre parenthèses.
Même si, je ne sais plus la liste par cœur, mais IVG veut bien dire insuffisance ventriculaire gauche, pour le CNCI, non pas interruption volontaire de grossesse. La première fois, écrivez le en entier avec entre parenthèses. Donc, si possible, HDT, selon la loi de juin 90, etc., etc. Et puis, 3 lignes plus, si impossible, hospitalisation d'office. Alors ça, c'est pas possible, parce que quand on vous demande quel est le type d'hospitalisation, là, en gros, c'est quelqu'un qui se dit, je sais pas. Et plutôt que de... je vais laisser le correcteur choisir. Et puis, je suis très malin, parce que comme c'est ou l'HDT ou la CHO, c'est simple, il y a les deux, et donc j'aurai forcément les points. Et non, et le correcteur l'a fait ici, et c'est exactement ce qu'il fera le jour J. Il marquera pas le jour J, parce qu'il prendra pas le temps de le faire, mais il est marqué décidé. Il faut surtout pas que vous laissiez au correcteur choisir les mots-clés dans votre feuille. C'est pas au correcteur de décider la bonne réponse, c'est à vous de prendre les choses. Je crois que Benjamin, tu voulais dire un petit mot justement sur les réponses précises comme ça. Oui, absolument, hein. Il faut être précis dans sa rédaction. Si on vous demande pensez-vous que tel examen est justifié, eh bien, il va falloir répondre par oui ou par non. Et après, vous pouvez argumenter. Mais grosso modo, quand on vous pose des questions qui appellent une réponse oui ou non, eh bien, on répond oui ou non. Quand on vous demande 2 examens complémentaires, on donne 2 examens complémentaires. 3 diagnostics, c'est 3 diagnostics. Ça paraît complètement trivial, mais combien de copies sont éliminées, en fait, par des gens qui ne se plient pas aux règles? Bon, il y a une règle au concours des ECN, c'est de répondre aux questions qu'on vous pose. Voilà, ça paraît très simple à suivre. Quand on demande 2 diagnostics, il ne faut pas essayer des petits tours de passe-passe en donnant un diagnostic et dans le deuxième en mettant un diagnostic compliqué de l'autre diagnostic qu'on aimerait bien mettre. J'ai déjà essayé en concours blanc, ça ne marche pas. Et donc il faut choisir. La question on veut 2, c'est exprès pour nous faire un choix, donc il faut le faire. Bon, alors, il y a des cas. Vraiment, des fois, on peut pas. On se dit, c'est pas vrai. J'ai en mémoire le CN 2004, où finalement, sur un dossier de gynéco, de cancer du sein, un petit peu foireux, faut être honnête. Dans mon souvenir, c'était un cancer du sein chez une tante de la patiente. Donc, ni une ascendance au premier degré, ni une ascendance éloignée. C'est une ascendance un peu oblique, comme ça. Et puis, à la fin, on vous demande le dépistage, la mammectomie de prévention, etc. Bon, il y a des fois où effectivement ça peut appeler un petit peu la discussion et pourtant on vous demande que faites-vous. Alors n'oubliez pas qu'il y a certaines questions où on veut vous faire répondre c'est pas à nous de choisir mais à la patiente après information, ça c'est quand même le grand classique. Et puis si vraiment vous hésitez, mais à ce moment-là c'est pas hésiter entre HO ou HDT, là faut se décider, hein. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus vicieux. Je pense qu'il faut quand même dans sa réponse orienter et se dire moi je choisirais ça, l'écrire en gros, le justifier et si vous avez un doute, tout en bas, en petit, très rapide, mais néanmoins, on n'oublie pas que dans telle circonstance, ça pourrait donner ça. Typiquement, dans ce dossier, je crois que ce qu'attendait le CNCI dans cette grille-là, c'était on pourrait proposer à la patiente de faire la mastectomie préventive. Néanmoins, après information éclairée, ça sera à la patiente de choisir. Voilà, ça, je pense que quelque part, ça peut passer. Mais ça doit être du secours, on va dire, ça doit rester exceptionnel, et ça doit être pour des cas vraiment, quand on a, excusez-moi l'expression, le cul entre 2 chaises, et certainement pas quand on vous demande 3 diagnostics en disant je vais en mettre 6, comme ça il y aura les 3 bons dedans, ça c'est hors de question, ou quelle hospitalisation choisissez-vous, sachant que c'est un dossier de psychiatrie, qu'on vous demande de choisir entre HO ou HDT, là c'est évident qu'il ne faut pas répondre les deux. Oui, surtout que de plus en plus, on remarque qu'il y a des questions fermées à quels sont les 2 examens, quels sont les 3 diagnostics, ou quel est le traitement médicamenteux. Dans l'interview du président du CNCI dont je parlais tout à l'heure, pareil, il a dit que de plus en plus il y aurait des questions fermées pour éviter les déballages de mots-clés et pour éviter justement de mettre une grande série et au bout d'un moment il y aura forcément la réponse dans tous les mots qu'on mettra. Ils veulent un raisonnement et donc un raisonnement qui aboutit à des examens précis. Donc il faut faire le choix. Bien sûr, après, il reste tout à fait des questions ouvertes, comme l'a dit Marc. Là, dans ce cas-là, on ne demande pas une réponse précise. Il faut, bien sûr, le pour, le contre, essayer de nuancer avec le peu d'expérience clinique qu'on a en tant qu'externe. Oui, absolument. Il y a quand même certaines questions, mais celles-là, on les voit, hein. On pourra regarder tout à l'heure sur les dossiers des ECN 2010 dont on va parler. Il y a certaines questions dans lesquelles on voit que le correcteur, que le rédacteur du dossier demande éventuellement qu'on s'interroge ou qu'on expose simplement la problématique qui va nous permettre de raisonner et pas forcément de trancher.
Parce que vous avez bien vu à l'hôpital que c'est pas toujours blanc ou noir, ou rectangle, ou carré, ou triangle. Il y a des fois, c'est un peu les deux. Et des fois, on peut se positionner, il peut y avoir plusieurs écoles, il peut y avoir plusieurs attitudes possibles. Mais ça, c'est des questions, on les repère. En tout cas, toutes celles où on vous donne un nombre, d'examens, de diagnostics, de complications, de médicaments, si on vous dit 2, c'est 2. Quand on vous dit que faites-vous, quelle est l'attitude, par exemple, quelle est l'attitude que vous conseillez, là, l'attitude, elle peut se baser sur un raisonnement et comprendre des alternatives. Mais en tout cas, quand on vous pose une question précise avec un chiffre. Oui, ce genre de question, c'est typiquement celle qui commence par argumenter votre raisonnement, argumenter votre décision diagnostique, argumenter. C'est de plus en plus fréquent, c'est finalement très bien, parce que c'est comme ça qu'on montre quand on réfléchit. Je pense qu'il faudrait, je vais faire un tout petit rappel, parce que je pense que c'est important pour que vous compreniez bien que comment se fait un dossier d'internat, en fait. Donc un certain nombre de professeurs, d'enseignants, qui souvent d'ailleurs se mettent de façon collégiale, proposent un dossier qui est, après acceptation, archivé dans une banque, où ils sont soi-disant tirés au sort avec des dossiers de réserve tous les ans. Une fois qu'ils sont tirés au sort, ils sont quand même vérifiés pour être sûr qu'il n'y ait pas de choses, que ça respecte d'une part bien le programme, et qu'il n'y ait pas de grosses choses absurdes dans la construction du dossier. Et le CNCI a tout loisir de modifier le dossier, voire d'en mixer deux, etc. L'auteur du dossier a proposé une correction, qui n'est pas du tout forcément la correction officielle. Le jury de l'ECN, en général, récupère les corrections proposées par l'auteur et établit une première proposition de correction, une première grille, en fait, un premier formulaire de réponse informatique. Et en général, un certain nombre de copies, une centaine, sont corrigées. Et le jury se réunit et dit, bon, alors est-ce que vous avez vu, vous, dans vos 100 copies respectives, pour chaque dossier, bien sûr, quelque chose qui pourrait faire il faille qu'on modifie la grille. Alors je pense à ça parce qu'il y a un certain nombre d'années, un certain nombre d'annales où il y a des choses comme, je me souviens d'un dossier d'infectiologie, d'une fièvre au retour d'un voyage tropical. On vous demande quels sont les 4 diagnostics à évoquer. Manifestement, il y en avait 2 bien plus importants que les autres. C'était pas le palu d'ailleurs, je crois que c'était la fièvre typhoïde en 1. Et puis on se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre aux 2 autres? On m'en demande 4, il faut bien que j'en mette 4. Et je me souviens très bien que j'avais corrigé ce dossier-là pour S-Édition. On s'était d'ailleurs bien pris la tête tous ensemble. On avait fait appel à des infectiologues, à des médecins seniors, même certains professeurs d'infectiologie. Et finalement, il n'y en avait pas 2 d'accord. Et moi, je reste persuadé que les 2 diagnostics beaucoup moins probables et pour lesquels il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, et finalement, dans la grille du CNCI, il n'y en avait pas que 4. Moi, je pense qu'il y avait les 2 premiers qui étaient absolument indispensables à mettre, et qu'après, il y en avait peut-être 4 dans lesquels il fallait choisir les 2. Mais ce n'est pas à vous de le choisir. Mais tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que si jamais à un moment on vous en demande 4, si vous en avez 6, c'est un problème. Si vous en avez 2, il va falloir trouver 2 autres. Mais si c'est pas si évident et si les 2 autres sont déjà tirés par les cheveux, peut-être que le jury du CNCI, après avoir corrigé un certain nombre de copies, en acceptera plusieurs. Bon, ne faites pas non plus trop ce pari-là, mais c'est possible. Dernier exemple, ECN beaucoup plus ancien, voire peut-être même encore dernier concours de l'internat, une fracture du poignet, 95% se précipite sur le protocole. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas le côté indiqué sur la radio. Et en fait, c'était pas un protocole, c'était une bascule de l'autre côté. Et là, le CNCI a été obligé d'accepter et de faire une double grille. La grille pour les gens qui avaient fait le protocole et la grille pour les gens qui avaient fait l'autre, parce que il manquait une précision pour dire si c'était une radio prise comme ça ou prise comme ça. Voilà, donc ça arrive. Néanmoins, vous devez essayer de vous astreindre à respecter les consignes qu'on vous donne. Gardez à l'esprit, si vous êtes un peu dans la mouise, pour vous dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est les 2 supplémentaires, que ça peut éventuellement exister. Par contre, si vous en avez en plus, là, il faut écrémer. N'en mettez pas 6 en disant, il y aura les 4 de bons dedans. Alors Arnaud, tu voulais nous parler des grands plans de réponse que tu utilisais pour rédiger tes copies. Oui, donc à l'ECN, comme à l'internat avant, on retrouve souvent les mêmes questions qui reviennent, et c'est surtout pour au début, quand vous allez faire des dossiers pour prendre des bonnes habitudes, après ça deviendra sous-cortical. Il y a des petits moyens mnémotechniques ou des petits plans à avoir pour avoir tous les points sur une question. Par exemple, généralement, la première question d'un cas clinique, c'est « Quel est votre diagnostic ?» Donc, il faut toujours, par exemple, c'est une pancréatite aiguë. Donc, le diagnostic est une pancréatite aiguë. Donc après, il faut toujours essayer de caser un certain nombre de mots.
Donc on peut regrouper sous un moyen ou technique qui est l'aspect, donc L-A-S-P-E-C-T. Donc L c'est pour latéralité, donc on est d'accord qu'il n'y a qu'un seul pancréas, donc la latéralité ici ne sert à rien. A c'est pour est-ce que c'est aigu ou est-ce que c'est chronique, donc là bon, c'est une pancréatite aiguë. Le S c'est pour la sévérité, donc est-ce qu'elle est sévère ou pas, donc là on calculera les scores, le rançon ou la clinique pour voir. Le P, c'est pour la porte d'entrée. Alors, la porte d'entrée, ça sert surtout en infectiologie. Par exemple, si vous avez un érésipèle sur un intertricho. Donc, bon, pour la pancréatite, ça n'a aucune utilité. Après, il y a l'étiologie à mettre. Donc, c'est le E. Donc, pour la pancréatite aiguë, si c'est un jeune alcoolique, donc c'est sans doute une pancréatite aiguë alcoolique. Si c'est une personne qui a déjà fait plusieurs lithiases, ce sera une pancréatite lithiasique. Voilà. Après, le C, c'est pour les complications. Donc, est-ce que la pancréatite aiguë est compliquée d'une défaillance d'organes multiples ou pas? Et le T, c'est le terrain. Donc, par exemple, pancréatite aiguë alcoolique chez un patient présentant une cirrhose d'origine alcoolique. Voilà. Après, il y a d'autres questions. Généralement, celle qui suit, c'est justifier votre diagnostic. Donc là, il faut essayer de toujours avoir un plan. On justifie par le terrain. Donc, c'est une pancréatite aiguë alcoolique parce que c'est un jeune alcoolique. Les antécédents, parce qu'il a déjà fait des pancréatites aiguës alcooliques. La fréquence, bon, c'est pas hyper fréquent dans la population générale de faire des pancréatites aiguës alcooliques. Après, c'est l'anamnèse. Donc, l'anamnèse et l'examen physique, donc c'est la clinique de l'examen. Donc, c'est parce qu'il a une douleur épigastrique brutale. Après, c'est tout ce qui est paraclinique, donc biologique et imagerie. Donc, c'est parce qu'il a les lipases supérieures à 3 fois la normale. Et s'il y a eu une imagerie, parce que le scanner ressemble à une pancréatite. Donc ça, c'est pour le diagnostic et la justification. Mais alors, Arnaud, est-ce que tu peux nous rappeler en fait les moyens mémotechniques sur lesquels tu t'es basé pour tes grands plans de réponse? Donc pour poser le diagnostic, donc il y a l'aspect, donc L-A-S-P-E-C-T. Et pour justifier un diagnostic, c'est TAFAC, donc terrain, antécédent, fréquence, anamnèse, clinique paraclinique, quoi. Merci. Alors, bravo. Bon, moi, j'avoue que j'avais pas fait de tels moyens mnémotechniques. Ça m'appelle un petit commentaire. Donc, je pense que c'est effectivement très bien quand on commence les dossiers. Et je pense que c'est super si ça devient une gymnastique, en fait, qui fait que, à force de faire des dossiers et de réfléchir à ça, vous n'y pensez plus. Oui, ça devient sous-cortical. Voilà. Parce que je pense qu'après, il faut pas forcément non plus dire alors le L c'est ça fait perdre notre temps, mais je pense qu'effectivement c'est super bien pour commencer, ça fait une gymnastique. Et moi je dirais que je rajouterais même quelque chose, et c'est là où finalement l'acronyme est super bien, parce que au-delà, donc tu as parlé de l'aspect pour le diagnostic. En fait, à chaque élément que tu as cité de tes différentes lettres correspond d'une part à une partie du bilan. Forcément, quand on évoque un diagnostic de complications, il ne faut pas oublier de faire le bilan des complications. Vous avez une endocardite avec une atteinte oculaire, ça sera bien de demander la consultation ophtalmo. Et donc ça, c'est important, parce qu'en fait, on peut me faire des flèches verticales, des lignes directrices, à chaque boîte diagnostique, le L, le A, le S, etc., demander donc, le bilan correspondant. Et je dirais même plus, c'est-à-dire on pourrait même aussi associer une case du traitement. Puisque si on fait un diagnostic des complications, on aura fait un bilan des complications, on n'aura pas oublié de traiter les complications, et on aura certes traité l'endocardite en changeant la valve, mais on aura aussi traité l'endophtalmie ou quelque chose comme ça. Et c'est un moyen finalement très intelligent de ne pas perdre de points, de ne rien oublier. On aura traité l'érésipèle, mais on aura également fait une recherche de champignons d'un intertrigo interorteil et on l'aura traité. Donc finalement cet acronyme-là, moi je le déclinerais même sur le bilan et sur le traitement. Mais on y reviendra tout à l'heure justement à une méthode en 3 colonnes, justement une colonne de diagnostic, une colonne de bilan et une colonne de traitement, qu'Arnaud nous exposera dans quelques minutes. Alors, bon, maintenant que notre brouillon est rédigé, avant de se lancer sur la copie qu'on va finir par rendre, bien évidemment, on se relit. On relit déjà le brouillon. Je pense que vous êtes d'accord, vous avez relu votre brouillon pour vous remettre les idées en place. Oui, bien sûr. C'est là qu'on fait une dernière relecture, c'est là qu'on vérifie qu'on n'écrit pas des petits mots entre les lignes. Et surtout, je dirais même qu'au-delà de le relire, bon, il faut relire l'ensemble du brouillon, mais je dirais avant de se lancer sur la rédaction d'une question, bien relire les différents items qu'on a répondu à la question, se relire à ce moment-là, et
on en reparlera peut-être tout à l'heure, il est absolument capital de garder du temps pour se relire après sur la version propre de la copie. C'est-à-dire que moi, je vous encourage vraiment, mais alors vraiment, 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 à sur un dossier d'1 heure, déjà vous astreindre à faire 1 heure. Donc c'est-à-dire que quand vous avez une épreuve de 3 heures pour 3 dossiers, eh ben tant pis, vous vous arrêtez au bout d'1 heure, maximum 1h05 si c'était votre dossier préféré par lequel vous avez commencé. Mais c'est trop bête de passer 1h15 et de pas avoir de temps de récupérer des points faciles dans le dernier dossier. Donc passer 1 heure, et je dirais même passer 55 minutes, et garder 5 minutes pour vous relire. Alors je sais que beaucoup d'étudiants ne se les gardent pas, ces 5 minutes. Il n'y a qu'à voir quand on corrige effectivement les concours blancs, à se dire mais c'est pas possible, c'est passé une faute d'orthographe aussi importante, ou le fameux typex non réécrit par-dessus. Et à ce moment-là, pour faire la jonction avec ce que tu disais Benjamin avec le brouillon, vous prenez votre brouillon et vous rayez sur votre brouillon les mots que vous avez mis dans la copie. C'est comme ça que vous vous rendez compte que bah, ça y est, en fait, mince, dis donc, je l'avais mis sur mon brouillon de réflexe bulbaire, mais j'ai oublié d'arrêter le tabac à la question thérapeutique et j'y reviens. Si vous ne vous relisez pas, vous allez l'oublier et vous vous en voudrez quand vous rentrerez chez vous et que vous classerez vos documents et que vous dites mais c'est pas vrai, sur mon brouillon il y avait marqué pas mis 0 arrêt du tabac, je l'ai oublié. Donc vraiment, la relecture c'est capital. Je sais pas Arnaud ce que tu en penses, mais c'est un effort qu'on demande parce que c'est vrai que de se forcer à faire 55 minutes, se dire mais j'aurais encore voulu en écrire, mais souvent celui-là il est pas coté, hein, c'est de la diarrhée verbale en bas de la réponse, ça vaut rien. Par contre, par rapport à oublier de repasser sur le typex la question diagnostique ou oublier d'arrêter le tabac, vraiment, donc faut s'y astreindre. Arrêtez-vous, mettez une horloge, arrêtez-vous et relisez-vous. Oui, moi je dirais même que c'est une relecture du brouillon en fait. Moi je regardais les mots de mon brouillon et je survolais ma copie et chaque fois que je trouvais le mot, je rayais et à la fin mon brouillon devait être tout rayé et le cas était fini, je pouvais jeter mon brouillon et enchaîner sur l'autre dossier. Parce que c'est vraiment idiot d'oublier les mots-clés auxquels on a pensé spontanément et généralement quand on y pense spontanément c'est que c'est ceux qui valent le plus de points. C'est bête de le mettre sur son brouillon et de ne pas le mettre sur sa copie. Juste, on parlait du timing. Alors là, aucun d'entre nous n'a de montre. On l'a passé. Voilà, on l'a passé. Mais c'est évident, hein, il faut avoir l'heure. C'est un paramètre majeur hein, de gestion du temps lors de l'épreuve. Avoir l'heure, savoir en permanence à combien de temps on en est de sa rédaction de chaque dossier. Oui, moi je regardais l'heure à la fin de chaque question, quasiment. Parce qu'on peut se laisser embarquer dans un cas et à un moment regarder l'heure et ça fait déjà 50 minutes et on est à la question 3. Donc bon, c'était peut-être un peu maniaque, mais dès que je finissais une question, avant d'écrire question numéro 3, je regardais l'heure qu'il était pour voir où j'en étais dans l'avancement du dossier et de la durée de l'épreuve. Et ça t'a réussi.